m'a demandé d'introduire cette conférence avec un intitulé qui est Protection intégrée, définition et périmètre d'action. Donc ça va être une introduction assez générale, les aspects techniques seront abordés par la suite. Donc je travaille à l'INRA et je précise d'où je parle, donc en tant qu'agronome, c'est important, et ayant été impliqué ces dernières années dans l'évaluation d'impact d'innovation en agriculture. C'est la mission de l'unité que je dirige à l'INRA, et au travers de projets européens comme le réseau d'excellence Endure sur la protection intégrée et de projets également nationaux. Et accessoirement, comme fils d'agriculteur et frère d'agriculteurs, qui sont dans des stratégies assez diversifiées, puisqu'il y a à peu près tout l'éventail des agricultures. Parce que je vais insister sur cette diversification, enfin cette diversité des agricultures et l'adaptation nécessaire. Et là, le message principal, c'est que la protection intégrée, on va voir un peu ce que c'est, n'est pas l'affaire des seuls agriculteurs. Alors, bon, sur le contexte, je pense que vous le connaissez bien, le contexte réglementaire, donc à la fois au plan européen avec un pesticide, le paquet pesticides, ce qu'on appelle le paquet pesticides, avec comme conséquence à la fois la réduction de la gamme de matières actives disponibles, mais également l'obligation pour l'ensemble des États membres de basculer vers ce qu'on appelle la protection intégrée d'ici 2014. On va y revenir. Puis au niveau français, Ecophyto, avec un objectif très ambitieux, focalisé sur l'usage des produits phytosanitaires. Et donc, même si des travaux de recherche montrent qu'il y a des marges de progrès assez importantes, l'ensemble constitue un véritable défi. Je pense que ce n'est pas nouveau ici. Dans le cadre du contexte, ce que je voudrais dire également, c'est qu'au-delà de ce cadre réglementaire qui s'impose à nous tous, le système de protection des plantes en soi a également un certain nombre, donc a permis de développer, d'accompagner le développement de l'agriculture française et européenne, et a également un certain nombre de limites techniques qui sont pas nouvelles, comme les résistances, l'émergence de nouveaux ravageurs ou bioagresseurs, qu'il faut en permanence pouvoir traiter. Donc il y a, en général, depuis toujours, à s'adapter, donc à changer les pratiques, et dans le contexte actuel, peut-être à développer un effort plus significatif, étant donné le défi, tout en gardant, et ça, je crois que ça a été dit, l'équilibre nécessaire entre les différentes dimensions, et que la durabilité intègre bien l'environnement, mais également l'économique, parce qu'évidemment, si on ne survit pas économiquement, il n'y a pas de durabilité. Je reviendrai sur cet aspect également en fin d'intervention. Alors, en fait, contrairement à ce qu'on pense parfois, tout ceci est un appel extrêmement fort à innover. On pourrait considérer qu'à partir du moment où on veut réduire la voilure, on peut se permettre de moins innover. En fait, c'est exactement l'inverse, notre conviction. Et il faut avant tout, et la recherche, le système de recherche et de développement doit stimuler le flux d'innovation technologique et organisationnelle. C'est le premier point. Donc innovation et transition, donc il y a un accompagnement, c'est votre métier ici à Arvalis, avec des difficultés probablement nouvelles liées à cette diversification des systèmes, peut-être la fin d'un modèle relativement standardisé et de masse pour les systèmes agricoles. Et ceci a comme conséquence que l'ensemble des démarches, encore une fois pour le système de recherche et développement, et avant tout pour nous, chercheurs, l'ensemble des démarches, des dispositifs, des outils doivent évoluer. Et donc, comme je disais en introduction, ce n'est pas l'affaire des seuls agriculteurs, c'est avant tout un challenge pour nous de changer de démarche, d'approche dans ce contexte. Alors, dans la protection intégrée, on en parle beaucoup, c'est à la mode, comme vous l'avez dit, mais c'est assez ancien. Alors, il y a énormément de définitions, donc c'est illusoire d'essayer de donner une définition. Je donnerai un peu celle que nous utilisons dans le cadre européen, qui est une définition assez ouverte. Bon, disons juste un bref rappel historique. Cette notion émerge finalement de deux écoles. Bon, pour le concept de lutte intégrée,
qui a émergé dans les années 50 en Californie, face à de gros problèmes de protection des plantes, et qui focalisait sur la recherche, sur la combinaison de méthodes curatives, donc associant des agents de contrôle biologique à des produits phytosanitaires, et puis sur les notions de seuil. Donc ça a émergé à ce moment-là. Et en parallèle, il y avait d'autres démarches qui cherchaient plutôt à prévenir, donc en essayant de peser sur les populations de façon à prévenir leur développement. Et donc ces deux donc notions de lutte intégrée et puis de gestion des organismes nuisibles aux cultures, finalement, on peut un peu converger vers ce qu'on appelle la protection intégrée des cultures, même si aujourd'hui, on utilise ces termes avec des définitions assez différentes. Ce qu'on appelle en anglais, c'est important, l'Integrated Pest Management. Ce qui est important dans le terme, je cite le terme anglais parce qu'il y a management. Le management, c'est traduit par gestion. Protection intégrée des cultures, il n'y a pas la notion de gestion. Ce qui est important, c'est qu'il y a bien l'idée d'action. Et ça va être assez important pour notre sujet. Bon, et puis, parmi les organismes qui sont investis, il y a l'Organisation internationale de lutte biologique, qui a développé des lignes directrices à partir des années 80 en production intégrée. Bon, je pense que là, on voit la polysémie du terme protection intégrée des cultures. Ça n'est pas, à mon avis, très, très important. Je vous propose une définition que nous utilisons dans le cadre du réseau européen ENDUR, dans lequel participe Arvalis au travers de l'ACTA, sous la tête de réseau de l'ACTA. Donc la protection intégrée des cultures est une approche durable de la gestion des bioagresseurs, et des adventices, suivant qu'on les met dans bioagresseurs ou pas, qui combinent des outils biologiques, culturaux et chimiques de façon à minimiser ou à optimiser les performances économiques, environnementales. Bon. Donc c'est une définition proposée qui est très ouverte. Donc il n'y a pas de levier privilégié. Vous savez qu'il y a des définitions où on considère que la protection intégrée doit utiliser tous les leviers et les produits phytosanitaires sont utilisés en dernier recours. Bon. En fait, on a une définition plus ouverte, c'est qu'on considère que cela dépend des performances économiques, environnementales et sociales. Et je reviendrai sur l'évaluation qui me paraît essentielle. Le deuxième point important, c'est que la protection intégrée est un continuum dynamique. Bon. C'est-à-dire que ce n'est pas une recette nouvelle en disant voilà ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui évolue et qui est adapté aux conditions locales. Conditions locales, c'est évidemment aux environnements, mais également aux stratégies des exploitations agricoles. Donc ça rend l'exercice effectivement très difficile en termes de standardisation et normalisation. Et donc, par rapport au métier, encore une fois, de recherche et développement, c'est un enjeu. Donc, voilà la définition que je vous propose. Alors, la directive européenne sur l'usage durable des produits phytosanitaires, alors c'est assez amusant parce que je vous ai dit que lutte intégrée, ce n'était pas exactement protection intégrée, mais dans la version française, on parle de lutte intégrée, dans la version en anglaise, c'est protection intégrée, enfin Integrated Pest Management, qui correspond, vous avez le texte, je ne vais pas le lire, mais qui correspond bien à cette idée de balance entre les différents leviers, avec un accent un peu plus marqué sur la notion de prévention qu'on retrouve dans les 8 principes qui sont édictés dans cette directive communautaire. Donc la prévention des risques phytosanitaires, associée à la surveillance des organismes nuisibles, donc des problèmes qui peuvent se poser. C'est-à-dire tout plan. Je vous ai dit que d'ici 2014, chaque État membre devait avoir instauré un plan d'action qui intègre la protection intégrée. Et donc, ces plans d'action doivent intégrer ces 8 principes. Donc, prévention, surveillance, aide à la décision et seuil, fait partie de la panoplie des outils, le développement de méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, le ciblage des produits phytosanitaires, l'efficience, si possible réduction de doses, les stratégies de lutte contre la résistance, anti-résistance, et évidemment, comme j'ai dit que c'était un continuum dynamique, il y a une amélioration permanente, donc une boucle de progrès à mettre en place, et ça suppose évidemment qu'on évalue au fur et à mesure les techniques qu'on met en place. Alors, voilà un peu le contexte, j'en dirai pas plus sur la définition de la protection intégrée des cultures, je crois que ce n'est pas utile de mon point de vue, mais enfin on peut en débattre. J'ai dit qu'il fallait stimuler les innovations. Alors, quelles innovations sont possibles? Alors là, il y en a énormément, on va en voir quelques-unes après. On les classe par
commodité, mais c'est juste une façon de présenter, suivant 3 grandes catégories. Les stratégies qui relèvent de l'efficience des produits phytosanitaires, donc c'est des choses que vous connaissez bien, c'est les seuils d'intervention, c'est l'agriculture de précision, c'est la réduction de doses, c'est du raisonnement. On n'a pas, c'est simple. Donc il n'y a pas de changement de système, de rationnel, mais bon, suivant les développements, on n'échappe pas forcément aux résistances. Les stratégies de substitution, comme remplacer des fongicides par des variétés résistantes ou par des agents de lutte biologique ou par des méthodes mécaniques pour le désherbage, c'est pareil, pas de changement du système, mais des effets, je vais y revenir, souvent partiels et plus difficiles à raisonner. Et puis, ce qu'on appelle la reconception, qui rentre dans la catégorie de la prévention, diversification des rotations, utilisation du paysage pour prévenir les risques. Alors, la recherche est en cours, on en attend, suivant les cas, une moindre dépendance, mais c'est un changement profond de système. Et donc se posent des questions d'évaluation, des performances et de faisabilité. Bon, en fait, par rapport à ça, le point de vue, c'est que ce sont des approches à combiner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche à privilégier, qui rentre plus ou moins dans la définition. Tout est à prendre, à combiner et adapter aux situations locales. Alors, trois points importants. Comme point de départ, c'est que la rupture, c'est il faut qu'on sorte un peu du schéma, un problème phytosanitaire, une technique de lutte. Alors ça c'est probablement ce qui est peut-être le plus difficile, parce que les techniques alternatives, du moins celles qu'on connaît, sont, j'ai mis souvent, mais on pourrait dire toujours moins efficaces que les solutions qu'on utilise. Et donc, moins efficaces et plus variées. Donc mais leur combinaison, donc des combinaisons de méthodes à effet partiel, peuvent l'être. Vous avez ici une illustration, c'est pas en céréales, c'est en arboriculture, sur des pommiers, où vous voyez une combinaison de trois variétés de pommiers, une variété sensible, la première, smoothie, et 2 variétés résistantes aux maladies, notamment à la tavelure, et associées à différentes itinéraires techniques. Donc raisonner, agriculture biologique et protection intégrée, ce qui est appelé protection intégrée. Ça résulte d'un dispositif long terme mis en place à l'INRA. Et donc les différentes conduites combinent différentes méthodes de prophylaxie. Et ici, on focalise sur l'effet de la résistance. Ce que l'on voit, c'est que l'utilisation de conduites alternatives comme l'agriculture biologique ou la protection intégrée sur des variétés sensibles, vous voyez ici, en termes de réduction d'indice de fréquence de traitement, on obtient un bon résultat avec la protection intégrée des cultures, une bonne réduction, mais par exemple sur l'agriculture biologique, on ne change pas le niveau de traitement. En revanche, ces conduites alternatives présente un intérêt lorsqu'on utilise du matériel génétique qui est adapté. Donc là, il y a une espèce on voit cette combinaison et ça rend, alors c'est pas uniquement entre variété et une conduite, c'est qu'à l'intérieur des conduites, c'est aussi une combinaison de techniques qui rendent les choses assez complexes pour la mise en œuvre. J'y reviendrai. Deuxième élargissement, donc, c'est d'essayer d'exploiter des changements d'échelle de temps et d'espace. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, vous avez un résumé sur quelques problématiques que l'on rencontre, soit en grande culture, soit en arboriculture. Les adventices, ça se gère essentiellement à la parcelle. La notion de paysage, ce n'est pas essentiel. En revanche, la notion de temps, évidemment, de rotation, de gestion dans la durée est absolument essentielle. À l'opposé, le Carpocaps, ce ravageur des vergers, chaque année, on remet les pendules à zéro. Et c'est essentiellement un problème de gestion spatiale avec toutes ces difficultés. Puis on a des cas intermédiaires comme l'ambroisie, où on a des invasions, ou la tavelure chez le pommier, où c'est à la fois une combinaison dans le temps et dans l'espace qui permet éventuellement de prévenir les niveaux d'attaque. Donc on a une complexité accrue. Et ces systèmes sont donc plus complexes à raisonner, à piloter. L'efficacité individuelle, elle est limitée. La mise en œuvre est plus complexe que les produits phytosanitaires. Il y a une variabilité accrue. Quand on utilise des variétés, leur succès n'est pas garanti chaque année. C'est pareil pour les agents de lutte biologique. Donc il y a une incertitude qui pose des problèmes de sécurité dans l'utilisation, dans la mise en œuvre des stratégies.
De la même façon, cette combinaison doit s'insérer de façon harmonieuse dans les trajectoires individuelles. Chaque exploitation est un cas particulier. Bon, les coordinations spatiales qu'on essaye de mettre en œuvre pour la gestion de résistance aux variétés ne sont pas toujours compatibles avec les stratégies et les contraintes que vous avez en termes de réactivité par rapport au marché. Et de la même façon, les modifications de système, ça suppose une certaine rigidité qui n'est pas tellement dans l'air du temps. Donc il faut arriver à adresser ces questions-là. Et de notre point de vue, évidemment, ça signifie que ce n'est pas uniquement à l'échelle de l'agriculteur qu'on peut essayer de surmonter cette difficulté. Bon. Par exemple, j'ai évoqué la question des variétés tout à l'heure. L'adaptation des variétés à des contextes et stratégies diversifiés ouvrirait probablement des degrés de liberté en sélectionnant non pas en moyenne pour l'ensemble des systèmes de culture français, mais en essayant de sélectionner de façon spécifique pour certains scénarios de protection. Et ça suppose que les sélectionneurs, mais également que les pouvoirs publics, au travers des procédures d'inscription, soient mobilisés. La diversification des assolements qui est préconisée dans un certain nombre de scénarios suppose des développements de nouvelles cultures, l'insertion, qui pose des problèmes économiques pour les agriculteurs, mais également pour les filières, en des capacités de stockage et des débouchés. Je cite à ce propos qu'il y a une étude qui a été commanditée par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, je ne sais pas les nouvelles intitulées, auprès de l'INRAS, sur l'étude des freins et leviers qui permettraient de surmonter la diversification des filières. Bon, c'est un enjeu essentiel à prendre en compte. De la même façon, je cite l'exemple des adventices qui peuvent être tolérés d'une certaine façon à condition que ça n'impacte pas le revenu dans des parcelles agricoles, mais parfois, ce sont les filières aval qui ont des cahiers des charges qui ne permettent pas. Donc ce n'est pas uniquement des raisons agronomiques, ça peut être des raisons de transformation. Et là aussi, dans quelle mesure les filières aval doivent s'interroger sur leur propre processus de façon à débloquer des verrous en amont, c'est quelque chose qu'il nous faut faire. Au total, c'est donc, le challenge, c'est passer finalement, je caricature un peu, d'une culture, une parcelle, une année, la situation, en ouvrant, donc comme j'ai dit, dans l'espace, donc en considérant les degrés de liberté qu'on a au niveau des paysages, les degrés de liberté qu'on a au niveau des rotations, mais également l'ensemble de l'organisation de la chaîne de connaissances au niveau de l'exploitation des filières, de la chaîne du savoir et des institutions politiques. Bon, c'est finalement maintenant à l'échelle du système qu'il nous faut travailler. Et c'est finalement ce qu'on appelle notre approche de la protection intégrée dans les différents projets que l'on développe. Alors, pour conclure, finalement, le changement majeur, d'un point de vue pratique, c'est qu'on n'en est plus, même si l'INRA le fait encore, et on le fait encore tous, continuer à essayer de développer des innovations nouvelles en disant, ben voilà, maintenant c'est ça qu'il faut utiliser, par exemple de nouveaux systèmes. Notre point de vue, c'est que on peut faire ça à titre de démonstration, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut en fait fournir les ingrédients, les outils, les techniques et les outils élémentaires que les opérateurs doivent combiner en fonction de leur contexte et en fonction de leur stratégie particulière. Pour tenir compte de la diversité des situations et des stratégies, c'est le changement. Alors, c'est donc vers une espèce de boîte à outils dans lequel on va puiser, vous avez une illustration, donc des outils qui vont accroître l'efficacité de la lutte chimique, il ne faut pas la laisser tomber. Il faut rechercher des alternatives aussi, ouvrir le champ des possibles au niveau des alternatives chimiques, exploiter les processus écologiques, tout ça est extrêmement compliqué. À l'arrivée, c'est la responsabilité de la recherche, c'est d'ouvrir ce champ des possibles. Et ensuite de proposer, donc c'est de concevoir un éventail très large de leviers techniques, j'insiste sur le terme sans a priori, parce que bon, la réglementation, elle peut changer, le changement global fait que ça change. Donc la responsabilité de la recherche qui travaille sur le long terme, c'est de garder le jeu totalement ouvert. Donc dans l'éventail des leviers techniques, de comprendre ces leviers, comment ils interagissent, alors avec les agrosystèmes, mais entre eux, puisqu'on a dit que c'était une combinaison, donc il faut bien comprendre, et là on a besoin de produire des connaissances, et ça prend du temps, de fournir les outils d'assemblage de ces leviers,
qui sont ensuite utilisés. Et, dernier point, et je vais terminer là-dessus, les outils, fournir des outils d'évaluation multicritères, non pas pour dire, ben voilà, c'est ce système-là qui va être utilisé, mais les outils qui permettront à chacun, agriculteur, filière, opérateur sur un territoire, d'optimiser son système. Et on propose des outils, je pense qu'il y a un changement, finalement, un basculement finalement, de solutions clés en main vers des outils, des leviers et des outils d'évaluation qui doivent permettre de tester, d'évaluer des systèmes qui ne sont pas forcément performants aujourd'hui, mais qui pourraient l'être demain, sous d'autres conditions, de réglementation ou de marché. Évidemment, de prendre un ensemble de critères étendus, ne pas focaliser sur un critère, uniquement l'économique ou uniquement l'IFT, la pression. Il faut garder à chaque fois une vision extrêmement ouverte de l'ensemble des critères, parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir et demain on peut changer la société ou les marchés, on peut changer les préférences. Donc le système de valeurs et de préférences peut évoluer, donc il nous faut des outils qui permettent de s'adapter à différents systèmes de référence. Et dans l'évaluation, il faut absolument qu'on puisse intégrer non seulement des connaissances scientifiques, mais également les connaissances dites profanes, des connaissances de terrain. Voilà, je terminerai juste pour dire que l'INRA a lancé l'an dernier un programme spécifique, ce qu'on appelle un métaprogramme sur la gestion intégrée de la gestion des plantes, qui cherche non pas à prendre en charge directement l'ensemble des points que j'ai évoqués, mais à accompagner du point de vue de la recherche cette transition sur l'intégration, donc en mobilisant différentes disciplines, les différentes échelles de travail que j'ai évoquées, espace, temps et organisation, pour gagner en généricité et de façon paradoxale peut-être, mais que la généricité permet de répondre à des besoins différents. Bon. Et puis il y a un certain nombre d'actions qui sont, que vous pourrez développer. Il y en a 8 pour l'instant, qui vont de l'architecture, de l'exploitation de l'architecture des plantes, aux questions des invasions biologiques et à l'estimation des dommages. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là. Voilà, donc c'était une introduction extrêmement générale, pour le moment rien de nouveau pour vous, mais c'est surtout un point de vue extrêmement ouvert que je voudrais défendre aujourd'hui par rapport à cette notion de protection intégrée. Mon point de vue, il est clair, c'est qu'on a... Le contexte, il nous est donné, notamment européen et national. Donc il y a actuellement un cadre qui s'impose à tout le monde de réduire la pression. Donc je ne porte pas de jugement là-dessus. Ce sera un autre débat sur la question des affaires. Donc en fait, notre responsabilité, c'est-à-dire comment on peut faire pour trouver des solutions. Donc dans cette combinaison, donc la recherche d'alternatives, elle s'impose. Bon, ce que je dis, c'est que ces alternatives, elles ne sont pas aussi simples. D'ailleurs, si elles étaient aussi simples, elles auraient été utilisées. On a toujours de bonnes raisons de faire ce qu'on fait à un moment donné. Bon. Et donc, comment... Donc ça c'est le premier élément de réponse, ça s'impose à nous. Deuxième élément, la question de la sécurisation des parcours et des stratégies, elle est essentielle. J'ai insisté. Et dans cette combinaison, est-ce qu'on est capable d'obtenir par la combinaison de différents facteurs une sécurité suffisante. Je l'ai mentionné, c'est un des enjeux essentiels de cette recherche. Forcément, quand on a une bonne solution simple, une seule application qui règle le problème, ce sera toujours plus simple. Bon, la question, c'est qu'il y a un contexte qui s'impose et notre responsabilité, c'est de regarder les leviers, c'est de créer des degrés de liberté, autant de leviers, et plus, et pas uniquement, être obligé de dire, la seule alternative, c'est de combiner 2 leviers, on n'en a que 2, il faut les combiner. C'est le maximum de leviers, on aura, le maximum de combinaisons possibles, on aura, et qui seront adaptés à des contextes locaux, parce que la sécurité d'une combinaison dépend probablement des situations locales, donc des exploitations et des contextes environnementaux. La question de l'évaluation, il y a du coup, bénéfices, risques, coûts, tout ça c'est un ensemble. Et quand on parle d'évaluation multicritère, c'est bien pour qu'on ait l'ensemble de ces éléments et qu'on puisse juger, alors individuellement, mais aussi collectivement, des meilleures voies possibles. Mais il y a une dimension, vous voyez bien qu'il y a une dimension, probablement, je dirais, politique d'un côté, et que moi j'essaie, par le point de vue, qu'est-ce que ça signifie pour nous, c'est de proposer ces outils qui permettent à chacun que quand on teste une technique, on ne la regarde pas que par rapport à la finalité, par exemple de dire de combien ça réduit l'IFT, mais qu'en même temps,
Si c'est ça qu'on fait, on regarde ça, mais en même temps, on regarde les 20 ou 30 critères. Enfin bon, dans les outils, on a énormément de critères, et en particulier l'économique. Et ensuite, on regarde s'il y a des combinaisons de leviers qui permettent globalement d'avoir un résultat global qui soit satisfaisant pour qui. Là, ça dépend de à qui on s'adresse. Mais il faut qu'on ait ces éléments-là. Et aujourd'hui, on ne les a pas. On focalise sur 1 ou 2 critères seulement. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre protection intégrée et biotechnologie. Au contraire. Alors, il y a, dans le discours, on tend, c'est pareil, il y a effectivement une communauté qui ne veut pas toucher aux OGM parce que c'est tellement chaud qu'on considère que ça va poser des problèmes. Mais il y a des gens, effectivement, qui considèrent que les OGM ne peuvent pas s'intégrer dans des stratégies de protection intégrée. Moi, je vous dis clairement que ce n'est pas le cas. Ça fait partie de cette vision complètement ouverte. C'est l'ensemble des leviers. Après, il y a des critères qui font que c'est autorisé, c'est pas autorisé, qu'il y a des contraintes sur tel... Ça pour moi, c'est infâme. Du point de vue de la recherche, encore une fois, la responsabilité, c'est d'explorer tous les leviers, sans a priori, sans tenir compte d'un contexte politique d'un moment donné. Moi, je ne sais pas ce qui se passera. Et il y a un des projets européens qui a démarré, dans lequel je suis impliqué, qui est autour des OGM, dans lequel il y a une partie du projet qui porte spécifiquement, donc il y a un paquet de travail, comme on dit, qui porte spécifiquement, c'est OGM et protection intégrée, et qui regarde dans quelle mesure les OGM pourraient faciliter la mise en œuvre de la protection intégrée. Et inversement, qu'est-ce que ça signifie des stratégies de protection intégrée pour des OGM? Donc là-dessus, il y a des espaces, il y a des gens, et il faut qu'on reste complètement ouvert au niveau de la recherche, sinon on n'est pas dans notre rôle. Et de la même façon, je parle des OGM comme... Pas d'a priori, je pense, à notre niveau. Après, il y a tout un jeu d'équilibre, de rapport de force à un moment donné qui font que telle ou telle chose est autorisée, pas autorisée, qu'il y a des contraintes. Et je pense qu'il faut absolument que nous, on distingue bien les deux niveaux. Alors évidemment, vous êtes dedans. Là, j'ai bien confiance que notre situation, elle est beaucoup plus confortable que la vôtre. Je suis con.